Welcome to the webinar. As we wait for the webinar to start, why don't we all use the chat box to say where we're connecting from? Welcome, everyone. Bom dia. Marhaba. Hello, Natalia. Welcome back. The webinar will be held in English. You can find interpretation at the bottom of your screen. Hello, Selamat. Bom dia, Tayane. Hola. Hola, Manuel. Norma, ¿qué tal? Kifik. Welcome, everyone. Before we start, why don't you explore the Zoom display so you can find your interpretation channel? And also let us know where you're connecting from. Hello, Cecile from South Africa. Polonius, hello, welcome back from Ghana. Hello, Suzanne, on the border of France and Switzerland. Really nice to see you all. Hola, Ana. Oi, João. Tudo bom? Hello, Mark, connecting from Hong Kong. Nice to see you here. Hola, Fernanda from Mexico. And Fu from the US. Hello, everyone. So we're going to start in a minute. Please take the time to locate your interpretation channel. So we have interpretation in French, Espanol, Portuguese. You can locate the right interpretation channel at the bottom of your screen. So we're going to start in just a minute. Colleagues from France Éducation Internationale. Hello, Emmanuel. Marhaba Ali from Iraq. All right. So welcome, everyone. Hello, and welcome to the third of 4 webinars on equity privatization. Bonjour à tous et bienvenue à ce 3e webinaire sur l'équité, la privatisation et le droit à l'éducation. Je m'appelle Amélie Gagnon, je suis à la tête de l'unité développement à l'UNESCO, à l'Institut pour la gestion et la planification de l'éducation. C'est un plaisir de vous accueillir et comme vous le savez, depuis ces 10 dernières années, l'IPE a travaillé sur les différents aspects de l'interface entre le droit, les droits, l'éducation et la politique et notamment comment est-ce que la politique permet d'ajuster et comment est-ce que la réglementation, la politique peuvent avoir un impact sur l'accès, l'équité et le développement. Donc cette série de webinaires a été conçue pour faire le bilan de la recherche, des dernières recherches dans le domaine de l'équité, la privatisation et le droit à l'éducation. Et c'est un plaisir d'accueillir Frank Adamson une fois de plus pour cette série de webinaires. C'est la 3e fois que nous avons le plaisir de l'avoir. Et vous êtes professeur d'éducation à l'Université de Sacramento et vous avez étudié comment les différentes approches de l'éducation sont liées aux expériences des étudiants et également les opportunités dans les écoles et les communautés. Cette série de webinaires est un programme en 4 parties. Il y a 2 semaines, nous avons d'abord eu une introduction à la privatisation de l'éducation et ses différentes formes et la diffusion de l'éducation, la privatisation de l'éducation. La semaine dernière, nous avons comparé les approches en regardant les leçons des différents systèmes éducatifs et nous avions donc Tony Wojcik qui était avec nous comme invité. Et cette semaine, nous regardons un peu plus loin, nous allons un petit peu plus loin et nous regardons l'éducation en tant que
droits de l'homme. Et c'est le programme pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous aurons donc une dernière conclusion, une dernière discussion et peut-être que nous pourrons parler de la voie vers l'avant. Cette semaine, avec Franck, nous avons donc Ashina Metsumi, qui est donc chercheur dans le domaine des droits de l'homme et qui est une activiste et qui travaille à l'université de Pretoria. Donc, vous allez vous présenter vous-même dans une minute, mais c'est un plaisir de vous avoir tous les deux et nous vous remercions pour votre engagement dans cette série de webinaires et nous sommes très heureux de vous entendre aujourd'hui. Pour parfaitement profiter de cette série de webinaires, nous avons donc une page web dédiée. Vous avez là le lien et nous mettrons cela dans le chat. Et toutes les ressources du webinaire seront également postées sur cette page, c'est-à-dire les enregistrements, les diapos, les rapports dont nous pourrions parler. Tout figurera sur cette page web. Vous pouvez suivre les discussions sur Twitter également, en taguant IIPE et nous, avec ce hashtag IIPE webinaire, le droit à l'éducation. Pour complètement profiter de ce webinaire, nous vous invitons à poser vos questions dans la boîte de dialogue, questions-réponses. Et vous voyez cela en bas de votre écran où il y a double icône et vous pouvez choisir, bien entendu, l'interprétation dans la langue qui vous convient. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Frank Adamson qui va nous parler du programme aujourd'hui et je vais m'occuper des questions-réponses pour que nous puissions échanger un petit peu plus tard sur cet événement. Merci beaucoup, Émilie, et merci à l'IPE pour nous accueillir pour cette série de webinaires. Voilà, donc j'ai mon écran. Je vais essayer de partager mon écran avec vous. Bien, bienvenue à tous. C'est un plaisir de voir un public aussi international pour cette série de webinaires. Et aujourd'hui, nous avons Ashina Mtsumi qui est avec nous et qui a étudié le droit sur les droits de l'homme. Je ne suis pas moi un juriste et je voulais donc avoir quelqu'un qui comprend l'aspect juridique de la question qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le droit à l'éducation, pour réellement nous aider à plonger dans les principes d'Abidjan et de manière plus générale dans le droit à l'éducation. Mais cela fait un petit moment que je travaille là-dessus et j'ai quelques idées. Et la première chose, comme l'a dit Amélie, nous avons eu donc une première session sur les formes et la diffusion de la privatisation. Puis nous avons eu Anthony Verger la semaine dernière et nous avons parlé de choses importantes la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous avons donc avec nous Ashina Mtsumi qui va nous parler de fournir l'éducation en tant que droit humain. Et enfin, la semaine prochaine, nous aurons Camilla Crosso avec nous. Et c'est un résumé et une discussion, ce sera un résumé et une discussion, mais Camilla vous parlera de l'enseignement pour l'éducation de la petite enfance. Nous parlerons également de Covid. Nous n'avons pas beaucoup de données sur tout cela, mais ce sont des questions importantes sur la façon qui vont nous aider à voir comment l'éducation peut aller de l'avant. Donc c'est une conversation qui ira un peu dans différentes directions. Donc voici un petit peu plus de détails et un récapitulatif des premiers webinaires. Nous sommes en train de mettre ensemble les différents morceaux du puzzle concernant la privatisation de l'éducation. Dans le premier, nous avons parlé de chèques, d'écoles sous contrat, d'écoles privées peu coûteuses et il y a eu des discussions et je vous encouragerai à revenir là-dessus. Il y avait une diapositive qui parlait des différentes voies et on ne pouvait pas dans un webinaire parler de tout, donc je allais retrouver cela dans les pages ressources de l'IPE et essayer de voir les différents mécanismes en rapport avec la privatisation et la diffusion au niveau mondial. Et la semaine dernière, nous nous sommes penchés sur les preuves, sur les éléments de preuve, la qualité, la réalisation, et nous avons vu que les résultats étaient au mieux mixtes, mais qu'il y avait des préoccupations concernant la ségrégation et l'équité, et qu'il y a différentes façons de regarder le système éducatif dans une perspective économique également, par exemple, en termes d'investissement. Bien. Pour vous montrer maintenant cette diapositive de Tony, il
s'est penché sur différentes études et différentes formes de ce que l'on appelle les modalités de partenariat public et privé, les différentes modalités. Et nous avons vu également les résultats d'apprentissage par modalité et beaucoup sur les programmes chèques, mais les préoccupations relatives à l'équité sont également extrêmement fortes dans ce programme. Et c'est un résultat très important lorsque l'on regarde non pas une seule étude, mais toutes les études qui peuvent exister et qui montrent l'importance de la question. Et ensuite, tout le monde dans la boîte de dialogue a posé des questions. Il y avait une question sur la façon dont comment est-ce que les politiques jouent les unes avec les autres dans le cadre de la privatisation dans différentes régions du monde. En Suède, nous avons parlé de l'évolution du système qui est passé de démocratie sociale à un tournant très léger vers la commercialisation et maintenant il y a donc une question sur, portant sur l'analyse de l'équité au niveau national en Suède. Et donc il y a des discussions en cours, ce n'est pas, une situation unilatérale, tout comme dans tout contexte de politique. Et pour les États fragiles et les États émergents, dans la carte que nous avions produite, nous avons montré, les pays dans lesquels la population d'enfants déscolarisés est importante, car aujourd'hui, par rapport au droit à l'éducation, nous constatons que s'il y a des États qui sont incapables ou qui ne peuvent offrir ce droit à l'éducation. Donc, comment est-ce que nous, en tant que communauté internationale, allons faire pour nous assurer que cela se fait et comment comprendre et comment assurer les engagements pris il y a 70 années à travers des traités et des accords. Et il y a la question également qui nous amène à demander est-ce que cela affecte la ségrégation sociale ou est-ce que cela concerne simplement, des questions, dans le système, des éléments dans le système? Je suis en train de faire des recherches sur ce point, travaillant sur, des projets et essayant de voir ce qui se passe au sein de l'éducation et combien est-ce que cela coûte de fournir l'éducation dans les systèmes scolaires et combien cela va coûter, heu par rapport aux questions sociales qui souvent apparaissent dans le cadre de l'éducation. C'est une question très intéressante. Je n'ai pas de réponse concrète. On a, puisque tout se mélange un petit peu, tout, et je vais essayer de répondre au mieux. Ce sont là des questions importantes qui sont en rapport avec la façon dont nous gérons nos sociétés et pas uniquement nos systèmes éducatifs. Pour ce qui est de la privatisation et de l'enseignement supérieur, il y a une question qui reflète un petit peu déjà les discussions que nous aurons la semaine prochaine et Camilla en a un petit peu parlé et avec les modèles partenariat public-privé, les PP, une référence sera faite aux travaux d'Anthony. Il a parlé de différents modèles PPP, non seulement en fonction de type, mais de sous-type. Il n'avait pas beaucoup de temps la semaine dernière, mais simplement pour dire qu'il y a différents types de chèques. Il y a les chèques universels, il y a les chèques ciblés où l'on n'aide que certains groupes. Donc ce sont différents sous-types et c'est là une, des différentes parties de son excellente analyse, car il entre vraiment dans les détails et je ne saurais que vous encourager à regarder cela plus en détail. Aujourd'hui, nous allons parler d'une brève introduction et parler des principes d'Abidjan avec Ashina qui va nous faire faire un tour de ces principes et permettra d'aller plus en détail également parce qu'il y a beaucoup de principes, mais nous allons réellement entrer dans l'organisation. Et ensuite, à la fin de cette conversation, vous pourrez aller voir les principes et vous aurez donc une feuille de route, vous saurez où trouver les choses, comment les trouver et c'est ce que vous aurez ainsi ce que vous souhaitez connaître sur le droit à l'éducation. Et ensuite, nous parlerons de la mise en œuvre vers la fin. Donc, très brièvement, les les objectifs de développement durable des Nations unies sont en fait, des éléments qui nous guident sur le plan international et c'est une nouvelle approche de l'éducation
qui permet de mettre l'accent sur l'équité dans l'éducation et je voulais simplement dire que en discutant le droit de l'homme à l'éducation, il y a donc l'éducation et les droits de l'homme. Et ce que nous essayons de faire, c'est combiner ces deux et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils se rejoignent. Donc ce sont donc le volet éducation des ODD et là, nous commençons à voir comment équilibrer les droits de l'homme et vous verrez donc l'équité et les résultats comme étant les domaines essentiels, dont nous avons parlé la semaine dernière et c'est un petit peu à l'échelle un petit peu comme les Seychelles, comme la balance de la justice. Et on en parle dans les principes d'Abidjan, c'est-à-dire la qualité, la non-discrimination, une éducation publique de qualité gratuite, la nature humaniste de l'éducation, des normes nationales réglementées et le respect de ces procès et de ces, pro- de ces normes, pardon, et l'application. C'est et la fourniture. Si l'on ne fournit pas cela en tant qu'État, c'est cela revient à ne pas respecter les droits de l'homme et donc, si cette balance bascule d'un côté et il est important de voir comment nous mesurons cela dans l'éducation, car ce n'est pas la même chose que pour les droits de l'homme. Donc dans les droits de l'homme, les résultats, eh bien, c'est le fait de pouvoir jouir du droit à l'éducation, alors que dans l'éducation, nous parlons de résultats comme étant une réalisation ou ce que nous avons pu atteindre. Donc, comment avoir cette conversation sur la façon dont nous offrons les droits de l'homme et comment est-ce que nous pouvons combiner ces deux cadres? J'en parlerai un petit peu plus vers la fin. Donc, ce que nous voulons maintenant faire, c'est faire un petit sondage. Et la question d'aujourd'hui est de savoir qui est le moteur de l'éducation dans la privatisation de l'éducation et vous pouvez répondre vous choisir plus d'une seule réponse aujourd'hui. Est-ce que ce sont les parents, ceux qui s'occupent des enfants? Est-ce que ce sont les gouvernements nationaux ou infranationaux ou les institutions gouvernementales internationales ou les banques ou les sociétés privées et les acteurs privés? Donc nous allons donner à vous tous nous allons vous donner à tous 1 minute pour vous permettre de participer à ce sondage. Ce sondage devrait maintenant apparaître sur votre écran. Comme l'a dit Franck, vous pouvez répondre. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Vous pouvez choisir une seule réponse. Vous pouvez voir qui est à l'origine de la demande pour la privatisation de l'éducation. So the question, the participants are still voting. So Donc les please let us participants sont encore en train de voter, donc n'hésitez surtout pas à voter. what is the driving force of Nous essayons de voir, nous sommes intéressés de savoir quelles sont les forces en jeu dans votre contexte. Le nombre de réponses commence à se ralentir, donc je pense que nous allons entendre quelques secondes encore. Merci Camilla. Ah, okay. That's interesting. So private companies are Ah, the c'est intéressant. Donc les entreprises privées et les acteurs privés viennent en premier, suivis par les parents et les gardiens, et ensuite les institutions nationales et infranationales. C'est très intéressant. Nous voyons les différentes façons et cette tension, je dirais, entre les entreprises privées qui génèrent la demande et les parents qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants et qui recherchent activement des options pour essayer de voir comment avoir la meilleure éducation possible pour leurs enfants. Parfait. Tiens,
Donc, sans plus attendre, nous allons donner la parole à Ashina. Ashina est donc un chercheur dans le domaine des droits de l'homme et elle fait du plaidoyer et s'intéresse aux principes des droits de l'homme dans différents secteurs. Bonjour Ashina. Elle a travaillé avec l'initiative globale pour les droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre du secrétariat des principes d'Abidjan et actuellement elle étudie en Afrique à l'université de Pretoria, au Centre des droits de l'homme de l'université de Pretoria. Donc, merci Achina. La parole est à vous pour nous parler des principes d'Abidjan. Merci Franck et bonjour à tous. C'est extrêmement intéressant de poursuivre cette conversation qui vient en temps opportun et qui est une conversation importante. Franck a fait une introduction très exhaustive. Je ne vais rien ajouter à cela. Nous allons pouvoir passer directement aux principes. Comme l'a dit Franck, je faisais partie du secrétariat qui a développé et qui a soutenu le développement des principes d'Abidjan concernant le droit à l'éducation. Qu'est-ce que sont les principes d'Abidjan? C'est essentiellement un texte juridique qui clarifie les obligations des droits de l'homme à fournir une éducation publique et qui réglemente également l'implication de privé dans l'éducation. Et les titres sont délibérés. Public et privé, ce sont les deux faces d'une même pièce, mais il faut savoir quel est le côté qui doit être priorisé et nous verrons ce que la loi dicte. Et deuxièmement, les principes d'Abidjan reflètent le droit, les droits de l'homme et il y a les traités, l'interprétation, car les États se sont déjà engagés et cela ne crée aucune obligation juridique. Il n'est pas nécessaire d'avoir une ratification des États pour ces traités et les États n'ont pas besoin d'accords formels pour dire qu'ils sont engagés par les principes d'Abidjan, mais comme ils l'ont fait pour d'autres traités, et nous verrons cela dans quelques minutes, les États po- po- sont liées et les dispositions des principes d'Abidjan sont déjà applicables aux États. Et enfin, et je pense que c'est ce qui pour moi est le plus important, c'est que c'est un outil pratique. C'est une chose de dire que nous avons droit à l'éducation, mais qu'est-ce que cela signifie pour les États? Que doivent faire les États? Où doivent-ils commenter? Et les principes d'Abidjan sont supposés offrir des guider les États et d'autres acteurs de l'éducation concernant la mise en œuvre de ce droit à l'éducation. Et dans ce cas, cela reflète plus particulièrement l'implication des acteurs privés dans l'éducation. Et Franck est l'invité de la semaine dernière. On a déjà parlé de manière assez exhaustive. Donc, le 3, sur les droits humains, la loi sur les droits humains. Ceci montre le statut de ratification, à savoir combien d'États se sont engagés à être liés par ces deux conventions. Tout d'abord, le pacte sur les droits sociaux, économiques et culturels, cela inclut les droits à l'éducation, et l'autre, la Convention sur les droits de l'enfant, qui implique également le droit à l'éducation. Nous pouvons voir que les deux ont une ratification presque universelle. Donc, pratiquement tous les États sont d'accord pour être liés par cela. Et ceux qui ne l'ont pas fait se sont engagés dans d'autres instruments, ce qui inclut les droits à l'éducation. Il n'y a que les États-Unis, par exemple, ont refusé de ratifier la Convention sur les droits de l'enfant. Et ceci vous montre le consensus qui existe. L'éducation est essentielle et devrait donc être un droit et les États s'engagent parce que le fait de ratifier signifie qu'ils sont engagés pour s'assurer et doivent s'assurer que ce droit est bien respecté. Ce n'est pas théorique, mais c'est quelque chose de pratique. Il faut s'assurer qu'il est bien réalisé et respecté. Diapositive suivante. Eh bien, le processus de rédaction des principes d'Abidjan était exhaustif. Il est même très exhaustif. Vous pouvez avancer, Franck, et montrer toutes les diapositives. Merci. Je pense que le processus lui-même couvre
s'est déroulé sur un certain nombre d'années, 4 années en fait. Elle était multidimensionnelle et il a essayé de rassembler les expériences vécues, l'opinion des experts, l'avis des experts sur le droit à l'éducation et également, les thèmes. Donc il y a eu un certain nombre de consultations dans les différentes régions, à Bangkok pour l'Asie, la région Asie-Pacifique, Nairobi pour la région d'Afrique orientale. Il y a eu des consultations également à Paris et des consultations communautaires également et dans les communautés où les gens sont confrontés à des défis et l'on a parlé également des projets de disposition à Abidjan et donc il y a eu un retour d'information des communautés sur ce dont elles ont besoin, ce qui devrait être couvert. Il y a également une consultation en ligne, donc c'est quelque chose qui était ouvert à tout le monde pouvait apporter sa contribution et nous avons reçu environ 200 réponses, y compris des réponses du secteur privé. Donc ceci n'a pas été fait par surprise, ce n'était pas une embuscade, tout le monde a eu la possibilité de contribuer, ce qui a été fait d'ailleurs. Il y a eu des contributions très exhaustives parce que j'ai pu voir tout ce que nous avions reçu et la rédaction même du texte a été menée par un comité de rédaction, composé de 9 experts avec à sa tête le professeur Hans Kelton qui est, la chaire de l'UNESCO pour le droit à l'éducation en Afrique et membre du CRC et donc c'est un comité d'experts qui ont fait la rédaction du texte et ce processus de rédaction a été informé par la recherche thématique et il y avait un certain nombre de documents de base qui seront publiés très bientôt. Franck en est est chargé de cette coordination, nous en dira un petit peu plus de la compilation de ces textes qui se penchaient sur différents thèmes et tout d'abord donc les thèmes régionaux, les litiges et tout ce qui a pu informer et aider les experts à rédiger le processus et ceci a été également facilité par un secrétariat composé de 5 organisations de la société civile, y compris le GIESCR. Diapositive suivante, Franck. Bien, le processus d'adoption des principes d'Abidjan au bout de 4 années de recherche et de révision des textes et finalement en février 2019, 57, enfin un certain nombre d'experts se sont réunis à Abidjan en Côte d'Ivoire et en 2 jours ont étudié les principes d'Abidjan ligne par ligne et se sont assurés que tout d'abord, ils reflétaient réellement la position juridique, qu'ils étaient présentés de façon à être compréhensibles, pratiques, faciles à lire et que tout petit élément était et qu'ils étaient d'accord avec le petit élément dans ce texte avant que le texte ne soit adopté. Donc il y a environ une vingtaine d'experts, mais il y avait également des membres de la société civile en tant qu'observateurs qui n'ont pas participé à la rédaction en tant que telle, mais qui ont participé en contribuant, en partageant leurs réflexions avec les experts, mais ils étaient là en tant qu'observateurs et c'était un processus donc exhaustif. Et le 14 février 2019, ces principes ont été adoptés, signés jusqu'ici par 57 experts, dont 60% viennent du Sud global et 50% sont des femmes. Et pour ce qui est de la diversité, qui est importante pour refléter les expériences à travers le monde et les réalités du monde et des différents groupes de personnes, les principes ont réellement tout fait pour s'assurer que ceci était bien pris en compte. Diapositive suivante. Voici une vue d'ensemble du document. Comme l'a dit Franck, c'est un document exhaustif. Il y a 97 principes directeurs qui reflètent la complexité du sujet et qui montrent à quel point il fallait que le texte soit exhaustif pour tenir compte de toutes les nuances possibles. Donc, il y a 97 principes directeurs qui sont divisés en 10 principes généraux qui couvrent différents domaines. Et dans les discussions d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 4 thèmes importants.
l'éducation publique, l'éducation privée, les partenariats, partenariats publics-privés et la redevabilité. Et nous lirons ces thèmes aux différents principes généraux et aux principes directeurs. Dans la diapositive suivante, vous verrez les dispositions des différentes sections pour vous donner une idée. Lorsque vous ouvrez les principes, voilà ce que vous allez voir. Et comment est-ce que vous pouvez naviguer pour trouver ce que vous cherchez et faire le lien nécessaire. Je pense qu'il est important de souligner cela car il est essentiel de pouvoir passer en revue le document, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées les unes aux autres et ce serait très difficile de ne lire que la section financement et d'avoir une image complète lorsque l'on parle de financement de l'enseignement public et de parler des ressources maximum disponibles qui parlent de l'enseignement public. Donc, même si l'on se demande par où commencer, il faut garder à l'esprit que si l'on doit passer et qu'il faut passer d'une section à l'autre pour connaître l'ensemble des sections. Donc voici donc les principes d'Abidjan et le document à gauche et le texte complet des principes disponibles sur Internet. Et à droite, c'est un résumé qui vous donne l'essentiel de ces principes, qui est impliqué dans le principe et les 10 principes généraux et primordiaux. Donc, et le résumé vous aide à mieux comprendre. La première chose que l'on regarde, c'est l'éducation publique, les principes. Et dans le principe 2, il vous donne une définition de l'éducation publique et il est dit que ce sont des institutions qui sont reconnues par l'État comme étant publiques, des institutions publiques. Deuxièmement, que ce sont des institutions qui sont effectivement contrôlées et gouvernées par l'État ou des représentants légitimes de la population, qui représentent, c'est-à-dire de la communauté dans laquelle fonctionne cette école. Et enfin, qu'ils ne sont pas au service d'un intérêt commercial ou d'intérêts relevant de l'exploitation qui pourrait compromettre le droit des apprenants à l'éducation. Donc, ces trois sont cumulatifs. Ce n'est pas l'un ou l'autre, il faut que les trois existent en même temps et pour que l'école soit reconnue comme étant publique, comme cela est expliqué et défini dans les principes d'Abidjan. Il y a également la définition du privé, nous pourrons voir cela plus tard. Et en gardant cela à l'esprit, à ce qu'est l'éducation publique, les principes parlent du droit à l'enseignement public de grande qualité. Il s'agit donc du principe 29. Les États ont une obligation, dans le cadre du droit à l'éducation, de s'assurer qu'elles fournissent un enseignement public gratuit de la meilleure qualité. Et non seulement dans le cadre du droit à l'éducation, ils doivent fournir cela pour que n'importe qui puisse créer une école, mais également de manière prioritaire, il faut qu'il y ait des écoles publiques disponibles qui doivent être gratuites et pour tout le monde. Et l'égalité, la non-discrimination sont également un élément essentiel de l'éducation publique, mais également, comme nous le verrons, que cela est fondamental lorsque l'on parle de l'enseignement privé. Et il y a un certain nombre de principes exhaustifs de 23 à 28 qui parlent de l'égalité et de la non-discrimination, s'assurer par exemple un aménagement raisonnable, s'assurer que toute école qui en effet crée des inégalités ou des discriminations à l'encontre de certains apprenants devraient être modifiées, changées. Et on parle également de l'accès et de l'inclusivité dont les principes donnent une vue d'ensemble très générale, reconnaissant qu'il y a d'autres choses qui peuvent avoir un impact sur l'accès à l'éducation des gens, par exemple les politiques de logement ou d'accès à l'alimentation. age for marriage, for instance. So they Par overall exemple, l'âge de mariage minimum. Donc, ces principes vont également se pencher sur des éléments qui ont un impact sur l'accès. Et il y a un principe qui est lié à l'importance de mobiliser les ressources, car ce n'est vraiment pas une affaire bon marché, c'est très intensif. Donc, il y a le principe directeur 34 qui stipule que
les- en allouant le maximum de la ressource disponible à l'éducation, les États doivent donner la priorité à la fourniture d'un enseignement public gratuit et de la meilleure qualité susceptible d'être atteinte, notamment en allouant des ressources financières et autres ressources adéquates à la réalisation du droit à l'éducation le plus efficacement et rapidement possible. Donc, les États doivent mobiliser d'abord les ressources. Donc, les principes parlent de revoir la fiscalité, pour s'assurer que tout est conforme. Et aussi, il faut augmenter les ressources disponibles pour l'éducation. Et avec l'allocation des ressources, il faut en fait donner la priorité à l'éducation publique gratuite. En ce qui concerne l'éducation privée, je pense que il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est un aperçu très, très rapide. Donc, n'hésitez surtout pas à lire les principes afin de connaître les détails, hein. Donc, euh, juste pour pour se lier à la compétence dont Franck a parlé. Donc, il s'agit de mettre le bon équilibre entre les différents aspects de l'éducation. Il y a une obligation d'assurer un enseignement public gratuit, mais les individus privés ont aussi la possibilité d'établir les écoles privées et les parents ont également la possibilité de choisir les écoles privées pour leurs enfants. Donc, il n'y a vraiment pas d'obligation d'envoyer les enfants à l'école publique ou bien la possibilité seule que les écoles publiques puissent exister. Il y a toujours la possibilité pour que le secteur privé existe, mais il faut que certaines conditions soient réunies pour que les écoles privées puissent exister. Les écoles privées doivent en fait répondre à certaines normes et l'État a l'obligation de définir ces normes minimums pour que les écoles privées respectent ces normes. Il ne faut pas que les écoles fonctionnent de telle façon que le droit à l'éducation soit mis à mal. Et si toutes les conditions sont réunies, les écoles peuvent, en fait, les écoles privées peuvent fonctionner. Donc, les acteurs privés ont la responsabilité de respecter le droit à l'éducation et les autres droits de l'homme en évitant de causer des impacts négatifs sur le droit à l'éducation par leurs propres activités ou d'y compris contribuer et en y remédiant et en les réparant lorsqu'ils se produisent, en cherchant à prévenir ou à atténuer les impacts négatifs sur le droit à l'éducation qui sont directement liés à leurs activités, produits ou services, même si ils n'ont pas contribué directement à ces impacts. Donc, les acteurs privés ont également leurs responsabilités en ce qui concerne le droit à l'éducation et les États doivent définir ces normes supplémentaires qui doivent être respectées par les acteurs privés. Donc, il y a aussi le troisième thème qui porte sur le financement. Et dans cette section, nous allons parler du partenariat public et privé. Et la première provision, c'est le principe directeur 64. Le droit à l'éducation n'implique pas une obligation pour l'État de financer des établissements d'enseignement privés à vocation pédagogique. Les États doivent donner la priorité au financement et à la fourniture d'un enseignement public gratuit et de qualité et ne peuvent seulement financer des établissements d'enseignement privés à vocation pédagogique éligible, que ce soit directement ou indirectement, y compris par le biais des déductions financières, de concessions de terres et de l'assistance ou la coopération internationale ou d'autres formes de soutien d'État s'ils respectent le droit et les normes relatives aux droits de l'homme applicables et qu'ils observent strictement toutes les exigences de fonds procédurales et opérationnelles identifiées ci-dessous. Donc, il y a beaucoup d'informations. Donc, d'abord, aucune obligation de la part d'État
pour financer les acteurs privés. On ne peut pas obliger les États de le faire. Il faut que on donne la priorité à l'éducation publique. Mais si l'État envisage de financer les acteurs privés, seulement il faut que ces acteurs soient d'abord éligibles. Donc il y a toute une éventail de conditions à remplir. Donc pour qu'ils soient éligibles d'être financés par l'État, il y a aussi des procédures de fonds et les procédures opérationnelles qui sont définies dans les dispositions du principe d'Abidjan. Donc, de 65 au 72, ce sont des principes directeurs qui définissent les exigences avant que tout financement soit octroyé aux acteurs privés. Donc, tout cela nous fait penser à la typologie partagée par Franck dans le premier webinaire. Quels sont les différents éléments en jeu? Comment est-ce que nous pouvons considérer qu'une telle institution est privée? Donc, par exemple, si il y a une concession de terre, est-ce que ça veut dire que l'école est privée? Et donc, tout cela est bien étudié par les principes d'Abidjan. Donc là, nous avons les exigences, hein, donc les exigences de fond. Donc, et il y a aussi les exigences de procédure. Donc, il faut des règles qu'ils doivent respecter. L'État doit démontrer qu'ils ont la capacité de faire le suivi du partenariat. Il faut aussi une clause de sortie si le partenariat ne fonctionne pas, si le partenariat a un impact négatif sur la jouissance des droits, il faut pouvoir se retirer. Et il faut aussi veiller à ce que les apprenants ne soient pas négativement impactés. Donc, il y a pas mal de détails qui font que en fait, le seuil est très élevé, si vous voulez. Donc, il faut que les acteurs privés soient vraiment à la hauteur pour pouvoir entrer en partenariat avec l'État. Et par exemple, il y a certains acteurs qui qui ne font pas valoir les droits d'égalité ou bien qui ont des frais de scolarité prohibitifs ne vont pas du tout qualifier pour entrer dans un partenariat. Donc, il y a des obligations financières à remplir également. Donc, tout cela ne veut pas dire que les écoles privées ne doivent pas fonctionner. Ces dispositions, en fait, stipulent le cadre dans lequel les États puissent assurer un soutien financier ou peuvent parrainer une école privée. Ensuite, vous avez la redevabilité et le suivi. C'est très important parce que cela est valable pour le secteur privé et le secteur public. Donc, nous allons d'abord parler de la redevabilité, le principe numéro 7, où les États doivent mettre en place des mécanismes adéquats pour s'assurer qu'ils sont redevables. Donc, pour l'État doit être imputable s'il y a en fait un manquement aux obligations, ou ces actions violent le droit à l'éducation. Il faut aussi s'assurer que les gens puissent bénéficier de ce droit à l'éducation et il y a des mécanismes en place pour rappeler l'État à l'ordre. Le suivi est également étroitement lié à la redevabilité. L'État doit suivre les institutions privées et publiques pour s'assurer qu'il y a pour s'assurer que le droit à l'éducation est respecté. Donc, il faut cette
ce suivi constant et c'est lié à la transparence parce qu'avec le suivi, avec la surveillance, il y a aussi la publication des rapports. Il faut aussi diffuser les informations sur les impacts des écoles privées sur le système. Où y a-t-il des défis dans le système public, par exemple? Et la question d'imputabilité ou de redevabilité pour les deux. Ensuite, le recours. Il faut des recours disponibles. Donc ça, c'est le principe directeur 9. Euh, Il faut s'assurer des recours en cas de violation lorsqu'il y a où il y a des abus par les acteurs privés. Il faut des mécanismes en place pour rectifier le tort. Donc, je vais maintenant donner la parole à Franck. Je suis passé vraiment en quatrième vitesse, mais je souhaite garder un tout petit peu de temps pour notre séance de questions-réponses. Donc, je vais donner la parole à Franck. Merci beaucoup, Shina. Donc là, nous sommes vraiment dans une bibliothèque je vais maintenant très brièvement conclure avec quelques propos. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ces principes d'Abidjan à l'avenir? Il y a beaucoup de reconnaissance de ces principes. Voici quelques institutions qui ont reconnu les principes d'Abidjan, donc le Haut Commissariat des Nations Unies sur le droit de l'homme. Et je vais aussi, en fait, il y a aussi un nouveau livre qui va bientôt être publié. Donc, nous avons essayé de regrouper quelques informations. Donc, ce livre va bientôt être publié au mois de mai et vous allez voir les différents chapitres qui sont conçus pour d'abord se pencher sur les aspects juridiques autour du droit à l'éducation. Donc, quels sont les principes directeurs? Quels sont les droits aux parents? Et le financement, le droit au financement. Donc, il y a un certain nombre de questions clés qui sont abordées dans ce livre. Ensuite, nous avons la deuxième partie de ce livre qui se penche sur l'éducation, donc les éléments de preuve sur le choix des écoles et pourquoi est-ce que la conception de la politique est importante, la croissance des acteurs privés dans le domaine de l'éducation en Afrique de l'Est. Et aussi, nous allons nous pencher sur des pays francophones. Et euh, ensuite, nous avons en fait fait un résumé de notre recherche sur le renforcement de la mise en œuvre. Et voici quelques chemins dont je vais vous parler. Il y a de plus en plus de sensibilité sur le côté privé. Comment les gens peuvent savoir que nous avons tous droit à l'éducation, même au niveau macro, nous ne savons pas. Il y a 70 ans, on a eu euh, pas mal de dialogues sur le droit à l'éducation et maintenant nous sommes en train de faire valoir ce droit en tant qu'être humain, en tant qu'État. Nous devons vraiment remplir ce que nous avons déjà dit. Ensuite, il y a beaucoup de recherches académiques qui montrent qu'il y a certains domaines où nous sommes à la traîne, où il y a la possibilité d'amélioration. Et nous avons aussi nous avons aussi la comptabilité, la responsabilité sociale, la redevabilité sociale, ensuite les mécanismes de redevabilité et le recours formel dans un tribunal. Donc tout cela est défini dans le 10e chapitre du livre. Nous faisons également ce qu'on appelle un renforcement de capacité
et nous fournissons une assistance technique pour soutenir les États à mettre en œuvre les principes d'Abidjan. Nous travaillons avec les institutions internationales et à l'occasion du deuxième anniversaire, Amélie a dit que les principes d'Abidjan peuvent être utilisés comme un outil technique pour identifier les marqueurs et les cibles qui traduisent les efforts d'État pour faire en sorte que le droit à l'éducation devienne une réalité. Donc, nous allons utiliser ces principes dans le travail à l'avenir. Nous allons en fait euh, combiner ces deux cadres, ce cadre d'éducation et le cadre de droits de l'homme. Je suis en train de publier une conférence sur le droit à l'éducation et les droits de l'homme. L'IPE travaille également sur les indicateurs pour mieux incorporer les droits de l'homme dans nos systèmes éducatifs. Et nous travaillons à plusieurs niveaux, au niveau de la réflexion, au niveau des indicateurs également. Donc, je vais maintenant clôturer la présentation pour laisser un tout petit peu de temps à la question et aux réponses. Donc, nous aurons un quatrième webinaire. Nous allons en fait élargir le cadre analytique pour inclure la petite enfance et l'enseignement supérieur et aussi se pencher sur le droit à l'éducation dans un contexte de COVID. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment une présentation très importante parce que les principes d'Abidjan ont une valeur technique véritable. Personne ne pourra en fait passer en revue chaque traité, chaque déclaration pour recueillir les parties relatives à l'éducation. C'est un travail qui est presque impossible, mais grâce au principe d'Abidjan, nous pouvons en fait faire un très bon travail. J'ai pu commenter sur les différents projets et je suis agréablement surpris par le niveau de collaboration. Donc, je ne peux pas arrêter de féliciter cette équipe. Nous avons encore quelques minutes pour les questions et les réponses. Sachez que toutes les semaines, nous avons la, il- nous allons pouvoir prendre des questions supplémentaires. Donc, même si nous ne répondons pas tout de suite, ce n'est pas un problème. Euh, il y avait quelques questions et je vais... Le principe 34, hein, s'il vous plaît, sur les ressources disponibles pour l'éducation. Christine demande comment est-ce que nous pouvons euh, séparer les institutions privées des services privés. Comment est-ce que nous pouvons voir quelles sont les ressources qui sont acceptées, comment définir les frontières et comment séparer les institutions publiques des services commerciaux qu'ils peuvent utiliser pour avoir accès à cette éducation. Donc, il y a quelques frontières qui sont en fait, qui restent encore à être définies, qui ne sont pas tout à fait claires, hein. Donc, nous souhaitons en fait savoir davantage d'informations sur les ressources. Donc, je vais demander à China de répondre, hein, car c'est elle qui pourrait faire un très bon travail. Donc, merci pour toutes ces questions et c'est vraiment dommage que nous ne puissions pas traiter toutes les questions. Mais en ce qui concerne les ressources et le principe directeur numéro 34, il est intéressant de... En fait, c'est très subjectif. Le problème avec le droit international est que le droit international couvre le monde entier. Donc, tout cela couvre tous les pays, tous les défis et tous les contextes. Donc, il y a
en fait euh, un effort fait par tout le monde de mettre en place des dispositions qui sont assez souples pour être appliquées dans tous les contextes. Donc, comment définir les, les ressources maximum disponibles? Donc, l- l- l'éducation est très gourmand en ressources. Donc, euh, il faut vraiment il faut vraiment assurer la prestation d'éducation de façon progressive. Donc, les États doivent prendre des mesures au fur et à mesure vers la réalisation. Et cela est lié aux ressources maximum disponibles. Donc, il n'y a vraiment pas un chiffre qui peut être appliqué partout. Les États doivent constamment augmenter les ressources au fur et à mesure qui peuvent être allouées à l'éducation sur la durée. Donc, il y a en fait une disposition dans les principes qui stipule que les États doivent lever la barre vers le haut. Donc, c'est pour ça que ces principes sont assez flexibles, car il faut constamment déplacer cette barre et il faut que ça aille vers l'avant. Do you want to add anything? Sorry, go ahead. Oui, You have allez-y, allez-y, excusez-moi. Je suis en train de regarder cette question sur la concurrence. En fait, les principes ont essayé de faire en sorte qu'il n'y a pas de concurrence, mais il y a un véritable choix. Donc, on protège la liberté des gens de choisir, mais il faut que ce soit un véritable choix. Si quelqu'un n'a pas accès aux, aux écoles publiques et il n'y a que des écoles privées dans les parages, dans ce cas-là, ce n'est pas un véritable choix. Donc, euh, les gens doivent avoir la possibilité de choisir. Donc, est-ce que vous voulez dire quelque chose, Franck? I was also Je looking at that word competition because it comes up. voulais aussi, en fait, dire deux mots sur la concurrence parce que cela revient à maintes reprises. Tout dépend comment est-ce que le système éducatif est orienté. Nous avons en fait fait, il y a en fait un modèle basé sur le marché et les recherches ont montré que lorsque les gens sont dans une telle situation, vous avez tout un éventail d'incitations pour qu'on puisse rentrer dans le système et j'ai vu des lacunes et on a la sélection des étudiants. On essaye d'avoir en fait on essaie d'augmenter les notes. On n'est plus en train de se focaliser sur les droits de l'homme. Là, je- et, il ne s'agit pas de faire un très bon travail sur un devoir des maths. Nous devons avoir une perspective beaucoup plus large sur l'éducation et sur la réalisation de cet objectif. Donc, à mon avis, la concurrence n'a vraiment pas donné les mêmes avantages euh, comme la technologie. Euh, Très souvent, nous avons des personnes qui sont un tout petit peu à la traîne, euh, mais on ne peut pas en fait se permettre que les étudiants soient à la traîne. Et nous avons vraiment, en fait, parlé de ça dans notre livre. Et c'est lié à la question de ressources également. Je sais que le mot les ressources disponibles maximum est un terme qui peut prêter à la confusion, mais il y a des domaines dans l'éducation qui sont très importants. Et par exemple, un domaine, c'est les enseignants. Lorsque vous regardez les systèmes qui sont en fait excellents, ce sont des contextes où on accorde beaucoup d'importance
au renforcement des capacités des enseignants et à la formation des enseignants. Donc, si vous ne faites pas ça au minimum, dans ce cas-là, vous ne faites pas assez d'investissement. Je peux vous donner d'autres exemples également, mais c'est ici qu'il y a en fait le carrefour entre l'éducation et les droits de l'homme. Ce qui marche dans tous les contextes, c'est vraiment cette formation, cette meilleure utilisation de ressources qui va mener les États vers leurs objectifs. Je vois qu'il y a aussi des questions sur comment ratifier, quel est cet aspect juridiquement contraignant. Donc, je ne sais pas si on peut avoir une petite réponse rapide. Vous pouvez toujours essayer. Nous avons 2 minutes, mais j'ai vu pas mal de questions et j'étais en train de répondre aussi à travers le chat. Les principes d'Abidjan n'ont pas besoin d'être ratifiés par les États. Les États n'ont pas besoin de signer ces principes. Les principes s'appliquent à tous les États parce qu'ils regroupent des dispositions. Ces principes regroupent des dispositions des législations internationales qui ont déjà été signées par l'État. Et donc, le pacte sur le droit de l'enfant, tout cela a été inclus. Donc, cela applique déjà aux États. Bon, écoutez, je, dans- nous avons en fait fait face à un défi mondial dans le domaine de l'éducation et aussi un défi sanitaire. Donc la question c'était, est-ce que les principes d'Abidjan, en fait, quelle est la place des principes d'Abidjan dans dans le nouveau contexte COVID? Donc, vous êtes en train de partager un rapport fait par rapporteur de l'éducation des Nations Unies. Et, et c'est un article qui traite ces sujets. Je vais également ajouter toutes ces ressources à la page web du webinaire. Il est maintenant temps de dire, de vous remercier tous, Franck, Achina, à l'auditoire, aux interprètes. Et donc, nous sommes 213 personnes. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé. Je vais. euh, le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine à la même heure. Je vais vous envoyer des liens Zoom et nous pourrons ainsi tirer quelques conclusions sur la planification de l'éducation. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci énormément. Au revoir. Thanks, everyone. Merci tout le monde. Merci. Thank you. Gracias. Merci beaucoup. Gracias, Américo. Thank you, everyone. Dankeschön. Au revoir.